Bonjour à vous, parole ouverte, c'est l'émission spéciale de Radio Altitude et je suis aujourd'hui aux côtés de Yves Pacalet et ça se passe au bar Le Cardinal à Moutier, écrivain, journaliste et naturaliste. C'est un ancien collaborateur du commandant Cousteau mais également un homme politique engagé puisqu'il a été conseiller régional de Savoie en 2010 pour Europe Écologie Les Verts jusqu'en 2013. Une biographie imposante, on peut lire en effet qu'il est fils de paysan mais aussi diplômé de l'école normale supérieure de Saint-Cloud. En 1981, il participe à la création de la fondation Cousteau, auteur de plus de 70 ouvrages, dont tout récemment Éloge des mangeurs d'hommes, loups, ours, requins, sauvons-les. Yves Pacalet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Altitude. Éloge des mangeurs d'hommes, un magnifique ouvrage qui vient bousculer les idées reçues. Pourquoi finalement sauver les loups, les requins, souvent considérés comme des prédateurs impitoyables? D'abord, c'est des prédateurs qui ne sont pas impitoyables du tout, ils font simplement leur vie, leur existence, ils ont besoin de manger de la viande pour vivre, mais nous aussi, hein, la plupart d'entre nous en tout cas. Ils sont en tout cas très très peu dangereux, c'est une légende le danger. Il y a quelques chiffres très simples à mettre sur la table. On a des statistiques sur les attaques de requins, par exemple. Chaque fois qu'il y en a une, c'est les grands titres dans tous les journaux télévisés, radio et papier du monde entier et sur Internet. Les requins font à peu près 10 morts par an. Bon, on pourra toujours dire c'est 10 de trop. Sauf que si on compare, d'abord les éléphants en Afrique en font 100, en Asie en font 100, les crocodiles en font 2000, pour ce qui est des animaux, les abeilles en font 50 000, les serpents davantage encore, et les moustiques qui transmettent des maladies en font 1 500 000 de morts par an. Bon, mais cela dit, le tabac en fait 7 millions de morts par an, et la pollution atmosphérique en fait probablement près de 10 millions de morts par an. Alors s'il y a quelqu'un qui est dangereux pour l'homme, c'est certainement pas ni les requins ni les loups qui tuent personne, mais notre propre pollution, nos folies, nos imbécilités, ça c'est vraiment dangereux. Alors qu'est-ce qui fait que dans la mythologie populaire, dans la littérature, dans le cinéma, ces animaux-là soient vraiment des boucs émissaires sans précédent, jusqu'à faire peur aux petits-enfants tout de même? Oui, alors c'est bien entretenu par un certain nombre de personnes qui ont soit intérêt, soit qui ne connaissent pas la question, tout simplement. La plupart ne connaissent pas la question. Les requins, c'est pas dangereux. Quand on plonge avec eux, c'est des créatures absolument magnifiques. Les loups sont des créatures magnifiques également. Les tigres, les ours. Bon, on a intérêt à les garder. Alors, ils sont indispensables pour l'équilibre de la biosphère. S'il n'y a pas de requins dans la mer, c'est un désastre pour toute la mer. Parce que les prédateurs ont tous un rôle dans les chaînes alimentaires. S'ils ne sont pas là, ça déséquilibre toute la chaîne alimentaire. Et donc, il y a beaucoup moins de poissons. On va se retrouver uniquement avec des méduses. C'est en cours d'actualisation, ça, avec le pillage qu'on est en train de mener dans les mers. Les loups sont absolument indispensables dans la nature aussi. Ils régulent les populations de grands ongulés et de plus petits animaux. Les ours de la même façon. Bon, on a besoin, ce sont des animaux indispensables pour les équilibres de la biosphère. Ce sont aussi des animaux qui sont beaux, ce sont des animaux qu'on peut admirer. Et surtout aussi, et ça c'est un aspect que j'aime bien développer mais qui me paraît essentiel, ce sont des animaux qui sont dans toutes nos légendes, dans toutes nos cosmogonies, qui sont dans les récits qu'on fait aux enfants pour les endormir, qui sont dans nos films, dans nos bandes dessinées, dans nos romans. On ne peut pas concevoir une culture occidentale s'il n'y a pas des loups dans la forêt, s'il n'y a pas des ours. On ne peut pas concevoir la culture des gens de la Polynésie si les requins disparaissent. De la même façon, s'il n'y a pas d'ours blanc, la culture des Inuits est impossible. S'il n'y a pas de lion, s'il n'y a pas d'éléphant, la culture des Africains disparaît. Donc ils sont dans nos cultures, ils sont dans nos rêves, dans nos poèmes. Et si on les élimine, ce qu'on est en train de faire maintenant, parce que tous ces animaux-là sont en voie de disparition totale, quand on entend dire que les loups prolifèrent, mais c'est une vaste connerie. Les loups sont tous en voie de disparition partout dans le monde, comme d'ailleurs les autres grands prédateurs, les requins. Et s'ils disparaissent, eh bien on va perdre non seulement des animaux indispensables pour les équilibres de la biosphère,
pour la forêt, pour la mer, etc. Mais on va perdre des animaux qui font partie de nos légendes et on va s'amputer nous-mêmes d'une partie de notre culture. Ces animaux-là, c'est la nature et c'est la culture. Si on perd la culture, alors là, on perd une grande partie de nos enfants. En attendant, Yves, pour en venir au loup, ça ne fait pas que des heureux. On voit depuis la réintroduction de cette espèce dans certains parcs ou la lisière, les agriculteurs font des bons quand même. Hein. Alors d'abord, les loups en France, pour ce qui est du problème en France, n'ont pas été réintroduits, ils sont revenus tout seuls. Depuis l'Italie. C'est des loups qui ont franchi la frontière italienne, ils sont revenus tout seuls, personne ne les a réintroduits. C'est un mensonge qui est répandu par certains qui ont intérêt à le faire, de dire que les écolos ont réintroduit les loups, comme ils réintroduisent les vipères, enfin on a réintroduit tout, nous. Non, c'est un vaste mensonge. Alors, ils sont revenus tout seuls. En France, ils sont revenus en 1992, on le sait, par le Mercantour, et puis ils ont reconquis une partie de leur ancien territoire dans les Alpes, et puis maintenant ils sont un peu à droite et à gauche, dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, oui. En Auvergne aussi, ils commencent à revenir un peu, et puis également dans le Nord, récemment on sait qu'il y a quelques-uns qui sont en train de regarder un peu côté la Belgique. Alors il y en a 300 en France. À peine 300. Hein, c'est pas du tout une prolifération, et le nombre est stable parce qu'on s'est donné la possibilité, nous les Français, de canarder les loups, de les tuer, alors que c'est une espèce protégée. Bon, le nombre n'augmente pas. En Italie, il y en a 1500, en Espagne, il y en a 2000. Eux, ils n'ont pas de problème avec les loups. Les éleveurs sont capables, et ils l'ont fait depuis longtemps, de vivre en union, en tolérance réciproque avec les loups. Ils ont beaucoup moins en coexistence pacifique, ils ont beaucoup moins d'attaques que nous, c'est quand même marrant. On a 5 fois plus de loups en Italie, et il y a 5 fois moins d'attaques qu'en France. Bon, c'est quand même quelque chose qui est un peu bizarre. Alors nous, on a grossit. Comme il n'y avait plus de loups, on les avait tous tués. Hein, ils avaient tous disparu parce qu'on les avait flingués. C'est simple. Bon, ils sont revenus tout seuls, ils occupent leur territoire. L'hiver, il n'y a pas de moutons à manger, ils doivent compter uniquement sur la faune sauvage. Alors ça énerve un petit peu les chasseurs parce qu'ils disent c'est les loups qui mangent nos cerfs ou nos chevreuils, ça devrait être nous qui puissions les tuer. Mais bon, pour un écologiste, il vaut mieux un loup qu'un chasseur. Il sait mieux tuer les animaux qui sont malades et donc maintenir la santé des espèces. Et puis, pour ce qui est de problèmes avec les éleveurs, on propose, d'abord on leur donne un peu d'argent quand ils ont une attaque pour compenser leurs pertes. Et puis surtout, on leur propose, et moi je leur propose, et je suis prêt à travailler dans cette direction, et je travaille dans cette direction avec l'association Péruse dont je suis le vice-président et d'autres associations. On veut les aider à garder leurs troupeaux. Il est hors de question de continuer à faire ce qu'ils font maintenant, c'est-à-dire de mettre des milliers de moutons dans la montagne sans garder rien, et en disant on va flinguer tous les loups. Et en mettant d'ailleurs leur malheur d'exister sur le compte des loups. S'ils vivent pauvrement et mal, c'est pas à cause des loups, c'est bien entendu à cause du prix de la viande de mouton sur le marché mondial qui est réglé non pas par les loups, mais qui est réglé par les Argentins, les Australiens et les Néo-Zélandais. Voilà. Alors bon, c'est une question effectivement qui est importante, il faut qu'ils puissent vivre, mais il faut qu'ils puissent vivre en ayant leurs troupeaux gardés. On peut leur mettre des chômeurs, on peut les aider à garder ces troupeaux, il faut impérativement faire comme les Italiens et comme les Espagnols, chez qui il y a beaucoup moins de problèmes entre les éleveurs et les loups. Alors, on connaît vos franches positions et votre sincérité de temps, Yves. Un autre ouvrage qui a fait grand bruit à l'époque, L'humanité disparaîtra, bon débarras. Finalement, l'espèce humaine, vous inquiétez le temps que ça L'espèce humaine, elle est assez consternante. Hein. Bon, elle a beaucoup d'aspects très positifs et je suis heureux d'être un humain et d'avoir des enfants humains et des petits-enfants humains. Et j'espère, si j'écris des livres provocateurs avec de l'humour noir, c'est justement pour essayer de conserver sur la Terre une espèce humaine en harmonie à peu près constante avec son milieu. À l'heure actuelle, on est en train de faire tout le contraire, on détruit tout. On est l'espèce la plus agressive, la plus guerrière. On fait pas seulement la guerre aux loups, aux requins, aux tigres. On n'extermine pas seulement les animaux, on extermine les humains. Il faut savoir que, je disais tout à l'heure que les requins font 10 morts par an. Les guerres au XXe siècle ont fait 600 000 morts par an. Et simplement les crimes humains de passion ou d'intérêt font dans le monde 250 000 morts par an. Alors bon, les requins ne sont pas dangereux. Ce qui est dangereux pour l'homme, c'est l'homme. Et on n'arrête pas de tout
tout détruire, on saccage la nature, mais la nature qui nous sert, parce que sans la nature, sans l'eau pure, sans la terre qui n'est pas trop polluée par les pesticides ou les engrais en trop, sans un air pur, je vois pas comment on va continuer à vivre. Or, on est en train de détruire ça à une vitesse grand V, avec une sorte de je m'en foutisme total, bien incarné à l'heure actuelle par tous ces idéologues. La renaissance des communautarismes religieux ou ethniques, ça a une seule conséquence, on l'a vu dans les années 30, et on est en train de revivre ces années 30, la conséquence c'est la guerre mondiale. Alors bon, moi j'aimerais mieux qu'on évite ça, mais c'est pour ça que je me bagarre en disant attention l'humanité, c'est bien beau de faire n'importe quoi, mais au bout d'un moment il faut savoir vers quoi on va. À l'heure actuelle on va vers des agressions multiples des uns contre les autres, et ça va se terminer dans le sang et le malheur. Il faut quand même en être conscient de ça. On a l'air, bon, oh non, on verra bien, ça va continuer comme ça, on va continuer à se battre, d'abord financièrement, et puis à coup d'arnaque sur des traités internationaux, et puis au bout d'un moment, on sait comment ça dégénère très vite, et quand ça commence à dégénérer, ça s'arrête avec, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, 70 millions de morts, faut le savoir. Ouais. Alors on va inverser un peu la proposition, on va dire pessimiste, mais en même temps très réaliste au fond. Alors vous avez été le collaborateur du commandant Cousteau pendant des années, une sacrée aventure. Alors quel souvenir gardez-vous de ces formidables explorations au bout du monde, mais aussi ces merveilleuses découvertes? Vous étiez quand même des précurseurs, vous. C'est incroyable ce que vous avez vécu. Quand j'ai commencé avec Cousteau en 1972, on était encore dans une phase assez optimiste de l'organisation du monde, en caméras, etc., qu'on pouvait utiliser pour montrer la beauté du monde sous-marin au monde terrestre. On était dans cette phase d'émerveillement. De rêve aussi. C'était un rêve. Alors on avait déjà quand même quelques constatations un peu inquiétantes. La pollution avait déjà commencé, on le savait, on le voyait. Mais en même temps, on avait des territoires sous-marins à offrir aux humains, aux enfants. On commençait à côtoyer des baleines, des dauphins, on commençait à comprendre que les requins n'étaient pas du tout ces dents de la mer qu'on pouvait présenter dans le film, et que c'était des animaux absolument merveilleux, adaptés, qui sont apparus sur la Terre il y a plus de 400 millions d'années, alors que nous, l'espèce humaine, on est seulement là depuis 150 000 ans, oui, c'est rien du tout. Donc eux, ils sont là depuis très très longtemps, et on allait de découverte en découverte, que ça soit en plongeant sous les icebergs en Antarctique, ou en plongeant dans les coraux de la Grande Barrière de Corail, ou en allant explorer les mangroves de la Nouvelle-Calédonie ou de la Nouvelle-Guinée. C'était une approche d'un monde qui n'était pas encore connu. Cousteau avait révélé, à l'époque j'étais encore jeune, en 1955-56, le monde du silence, révéler cette espèce d'émerveillement des gros mérous qui venaient jouer avec les plongeurs, et de la fantastique beauté des poissons de toutes les couleurs et des coraux. Ça a été la première phase. On a couru le monde, on a plongé, on est allé explorer le Nil qu'on a parcouru de la source à l'embouchure, on a exploré l'Amazone qu'on a parcouru aussi de la source à l'embouchure, on a parcouru le Mississippi, on est allé de l'Alaska aux îles du Pacifique et de l'Afrique du Sud jusqu'à l'Indonésie. Et puis quand même après, en revenant sur des endroits qu'on avait observés, qui étaient absolument magnifiques, où la nature triomphait, on y revenait 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, et on avait un gros travail d'aménagement portuaire qui avait été aménagé, des raffineries, enfin bon, tout ça a été pollué, saccagé, détruit. Et donc on est devenu, en même temps qu'on a continué à montrer la beauté des fonds marins et fonds des fleuves aussi au monde, on a commencé à devenir de plus en plus écolo, c'est-à-dire à dire attention, nous on vous montre des beautés, mais chaque fois qu'on en montre et qu'on revient, si on s'aperçoit que ces beautés-là ont été détruites, ça devient très inquiétant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à devenir la grande organisation de défense de l'environnement qui a été la Fondation Cousteau, participer à tout ce travail-là.
On a lutté pour l'interdiction de la chasse à la baleine, on a lutté pour la préservation des dauphins, des récifs de coraux, l'institution de grands parcs marins ou de parcs sur les fleuves. On s'est battu avec Cousteau au moment où le traité de l'Antarctique allait être remis en cause, puisqu'il avait été signé pour 30 ans. Début des années 90, le traité tombait, donc plein de groupes industriels, miniers étaient prêts à partir en Antarctique, chercher du charbon, des diamants, de l'or, enfin bon, tout ce qu'il peut y avoir dans le sous-sol du glacier de l'Antarctique, et on s'est battu pour conserver le statut de l'Antarctique, c'est-à-dire une terre vouée uniquement à la science, et où il était interdit de procéder à des saccages et à des mises en exploitation de mines polluantes. Alors on a gagné, là on a gagné, mais on a voulu par exemple présenter un droit des générations futures, une charte des générations futures avec le droit des générations futures à l'Organisation des Nations Unies, et ça on n'a pas réussi parce que les États n'ont pas voulu. Bon, peut-être qu'un jour on arrivera à présenter ce droit des générations futures et qui deviendra un vrai droit reconnu par les Nations Unies. À ce moment-là, on pourra s'appuyer dessus pour empêcher un certain nombre de saccages. Mais c'est bien pour ça que les groupes de pression industriels, commerciaux et autres n'en veulent pas. Alors justement, et puis bien sûr, et après, on ne peut déconsidérer votre engagement politique, qui n'est pas anodin d'ailleurs, Raïm, une concrétisation en quelque sorte de vos engagements. On a deux solutions quand on est épouvanté par la rapidité avec laquelle l'humanité détruit sa maison, la Terre. Ou bien on se contente de le dénoncer, ce que j'ai fait évidemment avec beaucoup d'humour noir parfois, en écrivant L'humanité disparaîtra bon débarras, mais j'ai écrit après Sortie de secours, pour essayer de voir comment on pourrait s'en sortir de ce piège dans lequel on se met nous-mêmes. Ça, c'est une position qui est radicale. Je dénonce et puis je me contente de dénoncer. Bon. J'ai toujours pensé que le philosophe que j'ai été, que je continue à être, en dehors de mes activités naturalistes d'exploration, a un devoir qui est de s'impliquer dans la cité, ce que disait déjà Platon il y a bien longtemps, et pas mal de penseurs. Et donc, il faut y aller. Et quand on y va, évidemment, on a un risque, c'est de se faire embobiner par un tel, d'accepter un compromis un peu bancal, parce qu'on se dit il faut quand même sauver tel milieu important, mais en même temps, on sait que ça va être compensé par autre chose et qu'on va nous demander de saccager un autre endroit. Bon, c'est compliqué de s'engager. Parce on est immédiatement accusé d'être compromis. Pourquoi ça a été payé, parce que voilà, c'est de la politique. On te paye, qu'est-ce qu'on te donne comme avantage, puisque bien sûr tu défends tel aspect important de la conservation de la nature, mais d'un autre côté tu laisses faire à tel endroit, tu t'engages plus. Bon, enfin, on est accusé de tous les côtés. Il faut y aller. J'ai quand même toujours pensé qu'il fallait le faire. Alors je me suis engagé très souvent dans des communes comme conseiller municipal. Je suis encore d'ailleurs conseiller municipal à Beauzelle, oui. Mais j'ai pendant 5 ans été conseiller régional. On avait une majorité, Europe Écologie Les Verts, Front de Gauche, Parti Socialiste. On a réussi quand même, pendant ces 5 ans, à avoir une région sans OGM, c'était marqué dans nos statuts, c'était une délibération, une région sans gaz de schiste, une région avec un plan d'économie d'énergie, une région avec des parcs naturels qui étaient supportés par la région. On a créé des réserves naturelles, on a soutenu le parc national de la Vanoise et les autres parcs nationaux, etc. Et donc, je considérais que c'était quand même, pour un écologiste, même si c'était insuffisant, de bons résultats. Mais finalement, vous avez claqué la porte. Alors, un certain nombre d'écolos gauchistes se sont
élevé contre ça, en critiquant tout ce qu'on avait pu faire pendant 5 ans, en disant c'est pas assez, on se fout de nous, on nous écoute pas, donc on claque la porte et on va faire une nouvelle liste. Moi, j'étais déjà parti d'Europe Écologie avant parce que je considérais que ou bien on essaye d'avancer avec des alliés et on a quelques résultats même si c'est insuffisant, ou bien on va se réfugier dans le groupuscule. Et je leur avais répondu que moi j'ai fait mai 68, c'était ma période d'étudiant, les groupuscules je les ai faits, je les ai vus, et j'ai été vacciné contre la tentation groupusculaire pour toute ma vie. Et donc je leur ai dit, si vous voulez faire du groupuscule, ça sans moi. C'est ce qu'ils ont fait. On était 35 conseillers Europe Écologie, rien que des écolos, donc on avait la majorité avec le Parti Socialiste et les autres forces de gauche à la région. Le résultat, c'est que la gauche a perdu la région, et les écologistes plus leurs alliés d'extrême gauche, maintenant, ils ne sont même pas 10. Alors voilà, quel résultat? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller faire le groupuscule? Bon, bah, c'est comme ça. Mais bon, je recommence maintenant à me dire que je vais quand même appuyer un certain nombre d'initiatives de gauche, mais il faut que la gauche s'unisse, parce que sinon, bon, ça sera du Trump en France et en Europe, du Trump partout, quoi. On est parti sur cette logique-là. Alors si on n'est pas capable à gauche, et en laissant un peu, en mettant dans sa poche quelques susceptibilités personnelles, si on n'est pas capable d'avancer, d'avoir des programmes communs qui tiennent debout, à ce moment-là, ben, tant pis. Ça, l'humanité disparaîtra à mon débarras, peut-être pas tout de suite, mais enfin, une bonne partie de ce qu'on avait réussi à conquérir, en tout cas à la région et dans d'autres endroits, va être mis à plat, piétiné, coupé, décapité, c'est en cours. Hein. Alors, Rélange des mangeurs d'hommes, loups, ours, requins, saumon-lait, c'est le dernier ouvrage de Yves Pacalet. Je vous remercie. À bientôt. À bientôt.